Déjà J-10, 10 jours à peine avant le premier tour des élections législatives. C'est bien simple, nous vivons la campagne électorale la plus courte jamais enregistrée sous la Ve République. Très peu de temps pour permettre aux candidats d'aller vraiment à la rencontre des électeurs, a fortiori en Guyane où tout le monde le sait, la taille des circonscriptions fait que la campagne est encore plus difficile qu'ailleurs. Nous continuons donc ce matin encore notre tour d'horizon des candidats guyanais en restant comme hier sur la deuxième circonscription. 5 candidats sont dans la course, Jean-Philippe Delors, Sophie Charles, Aldo Neyman, Sébastien Kogan et notre invité de ce matin, David Riemann. Bonjour. Bonjour M. Zamit, bonjour aux auditeurs de Radio Pays. Et bienvenue sur Radio Pays, David Riemann. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler donc de cette candidature. Qu'est-ce qui vous motive encore politiquement, David Riemann? J'aimerais savoir, après 2 ans passés à l'Assemblée nationale, on sait bien que le rôle de député, encore plus quand on est un député guyanais, il y a un équilibre à trouver entre ce qu'on fait à Paris et ce qu'on fait sur le territoire. C'est quoi votre cap politique en 2024, David Riemann, et quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous dites encore je suis à ma place en tant que député et j'ai envie d'y rester? Mais c'est surtout la Guyane qui me motive au quotidien. C'est mon territoire, c'est mon pays. Il y a beaucoup à faire. Donc c'est exaltant, c'est excitant et ça donne l'énergie chaque jour pour œuvrer dans ce sens-là. Et donc, au-delà du fait de dire que je suis à ma place en tant que député, je dis que avec le député Castor, nous sommes 2 députés sortants parce qu'on a commencé un travail, j'ai envie de dire conséquent, nourri à l'Assemblée nationale, au travers de nos déclarations, de nos actions, de nos prises de position et nos interventions. Nous avons réussi à imposer un cadre concernant la Guyane, pour dire la Guyane, voilà, c'est ça sa réalité, pas autre chose. Donc tout ce qui peut être mis en œuvre de la part de l'État pour notre territoire ne correspond à rien et nous emmène vers de plus en plus de difficultés au quotidien. Donc c'est un combat âpre, c'est un combat au quotidien qu'on a décidé de relever parce qu'effectivement ça permet de faire connaître le territoire, toutes ces difficultés, et nous derrière faire des propositions de solutions concrètes en lien avec nos réalités. Et maintenant, c'est à l'État d'y répondre comme il se doit. J'ai réécouté en préparant les questions l'interview qu'on avait faite ensemble il y a 2 ans pour le premier tour des élections législatives de 2022, et vous disiez vouloir faire en sorte que l'Hexagone entende la Guyane, que la voix de la Guyane soit portée à Paris devant la représentation nationale. Depuis votre élection, vous avez eu des prises de parole, David Riemann, des questions au gouvernement avec un certain ton, on va dire, tout le monde l'a entendu. C'est quoi votre regard là-dessus, sur le rôle de tribun, de porte-voix finalement? Est-ce que ça marche quand on a envie de défendre les intérêts de la Guyane à l'Assemblée nationale? Oui, ça fonctionne dans la mesure où aucun de membres du gouvernement et même les députés dans l'hémicycle, les autres, ne pourront pas dire mais qui sont les députés guyanais déjà. Je rappelle que pour la première fois, un député guyanais a été président de la délégation Outre-mer. Donc, et on a réussi à rassembler nos collègues ultramarins pour me faire confiance et à m'élire en ce sens-là. Donc ça veut dire que la Guyane est devenue un point de ralliement, un point de rassemblement à l'échelle des territoires d'outre-mer. Et c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'on a cette capacité, Jean-Victor Castor et moi, à rassembler, à œuvrer, à faire corps avec les autres pour mettre en avant nos réalités. Parce que le problème qu'il y a à l'intérieur de cette institution-là, à l'Assemblée nationale, c'est qu'il n'y a pas de débat de fond par rapport à nos territoires. C'est toujours l'Hexagone, oui, et puis bon, les Outre-mer, c'est dernier article à la fin du texte de loi. Et c'est bien pour ça que nous, on pousse, et ça commence à payer ses fruits, puisque juste avant la dissolution, je défendais ma PPL constitutionnelle, donc ma proposition de loi constitutionnelle, pour effectivement faire évoluer l'institution au niveau de l'Assemblée nationale, pour dire que maintenant, il faut qu'il y ait une commission permanente, donc une 9e, qui parle de 2 sujets principalement, les Outre-mer et les collectivités territoriales, dans la mesure qu'on connaît l'importance des collectivités territoriales dans nos territoires. Et le fait de mettre ça en place dans une commission permanente aurait obligé les collègues à travailler dessus, à faire les rapports, à se saisir des textes de loi, à donner des avis officiels. La commission aurait pu se saisir d'elle-même et ensuite porter des amendements au travers des textes de loi. Et vu le panel de lois qu'il y a, cette commission aurait été très, très, très investie sur ce sujet-là. Donc, et ça aurait permis cette acculturation pour maîtriser, comprendre ce que sont exactement les territoires d'outre-mer, donc en l'occurrence la Guyane. Et je rappelle que chaque territoire d'outre-mer, dit d'outre-mer, est un territoire à part entière avec toute sa singularité. Donc, oui, aujourd'hui,
la voix de la Guyane a été entendue ou est entendue au sein de l'hémicycle. Maintenant, derrière, encore une fois, c'est au gouvernement de mettre en œuvre ou de répondre à nos sollicitations par rapport à nos réalités. C'est un point que vous aviez mis en avant il y a 2 ans, l'inadaptation des lois de l'Hexagone finalement aux réalités guyanaises. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Je pense qu'il y a un quasi-consensus aujourd'hui en Guyane sur ce sujet-là. Vous qui êtes au cœur de l'élaboration législative dans les débats au sein de l'Assemblée nationale, à quel point c'est difficile quand on est député guyanais de porter haut et fort les spécificités de notre territoire, David Riemann. Mais c'est à l'échelle des Outre-mer. Oui. Faut bien, la Guyane fait partie des 11 territoires Outre-mer et c'est à l'échelle des Outre-mer. On a un fonctionnement dans l'élaboration de la loi qui est encore une fois très parisien. C'est-à-dire que on prend un texte et surtout lorsque ça vient du gouvernement. Je rappelle que 90% des lois votées à l'Assemblée nationale, ce sont des projets de loi, donc elles viennent du gouvernement. Ça veut dire que il y a une vraie différence entre projet de loi et proposition. Les projets de loi, c'est que ça émane du gouvernement. Ça veut dire que très peu de lois émanant des députés eux-mêmes finissent par aboutir. Donc déjà, il y a un problème là-dessus. Et encore plus quand on est dans l'opposition. Oui, on nous dit oui, bon, il faut une transpartisane, il faut essayer de trouver le consensus avec tout le monde, il faut pas que ce soit trop marqué d'un endroit plus qu'un autre. Dans l'absolu, allez, on va dire qu'on peut voir ce regard-là. Mais derrière, lorsque vous avez le gouvernement qui produit les lois, donc qui viennent avec leur projet de loi, inlassablement, on a de cesse de répéter, vous ne pouvez pas classer nos territoires en dernier article et dire que vous légiférez soit par ordonnance ou par décret. Et l'un des projets de loi qui nous a marqué, c'est celui pour la réforme du chômage. Tout le monde, ça a été un projet de loi qui a été décrié, que ça n'avait aucun sens. Et lorsqu'on leur a dit, oui, mais au fait, c'est bien beau votre projet de loi, mais par rapport à nos territoires, ça n'a rien à voir, nous. Nous ne sommes pas sur un taux de chômage à 8-9%. Nous sommes un taux de chômage endémique qui oscille entre 23 et 25% selon les territoires. Ah oui? Bon, ben nous verrons après. Donc, ce qu'on prend comme décision là maintenant, c'est que ça ne s'applique pas dans vos territoires et nous ferons des réunions de travail a posteriori pour voir maintenant l'adaptabilité de la loi dans vos territoires. Donc, jusqu'à présent, ça n'a pas abouti. D'accord? Ça veut dire qu'on a voté une loi pour la réforme du chômage qui automatiquement aura un impact sur nos territoires par rapport à notre réalité. Et derrière, on nous dit, bon, effectivement, comme on n'a pas trop étudié, on n'a pas fait l'impact, ce qu'on fait, ça s'applique pas et on verra après. Donc, on a eu 3 réunions avec le ministère du Travail par rapport à ça, mais c'est pour vous dire comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, le gouvernement, des ministres sortent des projets de loi et dans ces projets de loi, nos territoires n'y apparaissent pas. Si on met de côté votre expérience de député David Riemann, qu'est-ce que votre candidature a de différent, j'ai envie de dire, par rapport aux 4 autres? Je suis un Guyanais là qui est en train de vous écouter de la 2e circonscription, évidemment. C'est quoi mon intérêt de voter pour vous et pas pour un des 4 autres candidats? Mais pour la simple bonne raison, déjà pour commencer, je fais ce que je dis ce que je fais, je suis aligné. Et avec le député Castor, on a décidé de rendre compte régulièrement, de garder ce lien avec la population parce que c'est bien beau d'être élu. Ensuite, des fois, les personnes qui nous ont élus, on ne s'occupe pas trop d'elles. Non, nous on a gardé ce lien-là, le retour, l'explication. On a fait le choix effectivement d'avoir une relation aussi, on l'espère, la plus pédagogique possible pour expliquer comment ça fonctionne, ce qu'il en est, comment espère-t-on que les résultats aboutissent. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un travail qui a été initié, qui a été commencé. Maintenant, il doit arriver à l'aboutissement. Cet aboutissement-là, le cadre a été posé, comme je le disais, au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, on doit le poursuivre à l'échelle du territoire. Ça veut dire que... Concrètement, ça veut dire quoi ce travail-là à faire au niveau du territoire? Mais ça veut dire qu'on doit faire évoluer notre état d'esprit et dire on allait vers autre chose. Cette autre chose-là, pour moi, il ne pourrait se concrétiser, par exemple, que au travers de l'évolution statutaire. L'évolution statutaire devient un outil, devient la clé de voûte à cette évolution, à ce changement que l'on souhaite tous en Guyane, parce que ça nous permettra effectivement de prendre la main sur des choses fondamentales, sur nos ressources, sur quel avenir économique qu'on veut pour le territoire, parce que le monde économique va falloir l'embarquer. Moi, je dis aujourd'hui, il faut un pacte économique et social, il faut un accord entre le monde économique avec le monde économique pour définir la stratégie du développement du territoire, pour que ce soit du gagnant-gagnant. Parce que demain aussi, c'est quoi? C'est que, qu'il y ait une évolution positive sur les prix pour nos concitoyens en Guyane, les choses sont trop chères, donc maintenant il faut que ça baisse. Ça veut dire qu'il faut qu'on définisse une stratégie par rapport à ça. Et derrière aussi, pour les salariés du territoire guyanais, tout le monde connaît mon passé de syndicaliste, il faut que les gens maintenant puissent avoir des salaires décents
leur permettre de vivre décemment, de pouvoir se nourrir, se déplacer comme il se doit. Donc, il y a des stratégies à faire à ce niveau-là. Et donc, on doit, nous, aujourd'hui, s'emparer de ces sujets-là, et avec urgence, hein, parce qu'il faut plus, il y a plus de temps à perdre. Et une fois qu'on a défini, et on est tombé d'accord, on a défini le cap, on y va. Et aujourd'hui, on ne pourra pas aboutir à tous ces changements profonds si on reste dans le même statut. Donc, je dis aux gens aujourd'hui, il faut continuer à nous faire confiance à Jean-Victor Castor et moi, dans la mesure où on a démontré notre capacité à œuvrer, à porter les dossiers. Donc, certains disent oui, qu'on fait du bruit, mais on n'est pas écouté. Il n'y a pas un ministre qui ne nous a pas reçus. Soit les ministres ou leur cabinet, par rapport à différents sujets. Par exemple, je vais donner un exemple concret. L'année dernière, en fait, il y a 2 ans, lors de la campagne, je mettais en exergue le fait qu'aujourd'hui, en Guyane, il doit y avoir 3 députés. Dès mon élection, on a initié ce travail-là à 2 reprises. On a eu des rendez-vous avec le ministre Darmanin pour parler effectivement de cette évolution des circonscriptions en Guyane. Il nous faut une 3e. On a commencé à travailler aussi avec le sénateur Patient sur le redécoupage. Donc, on a bien compris que maintenant, ce 3e député-là, il doit être en priorité pour la partie ouest de la Guyane. Je rappelle que c'est la partie du territoire qui a la plus forte poussée démographique. Donc, aujourd'hui... oui, aujourd'hui, la 2e circonscription est d'ailleurs plus peuplée que la 1re. Bien sûr. Et donc, aujourd'hui, est-ce que le fait d'entendre nos concitoyens de l'ouest de dire mais il faut qu'on ait quelqu'un qui nous représente, sur lequel on peut s'identifier, se raccrocher, c'est légitime. Donc maintenant, ce travail doit aboutir, qui a été initié doit aboutir, parce que pour moi, c'est juste faire une proposition de loi, valider le principe du redécoupage qui aurait été acté ici, valider la loi, pour qu'en 2027, on ait un 3e député en Guyane. Il y a des territoires... L'intérêt, c'est vraiment d'avoir plus de députés et pas juste de ne plus avoir cette 2e circonscription qui, en fait, administrativement, n'a quasiment aucun sens parce que les réalités entre Kourou et Maripasoula, Saint-Laurent et Macouria, on voit bien quand même que les réalités, elles sont totalement différentes. Il y a des différences indéniables. Donc aujourd'hui, il faut que les personnes qui maîtrisent cette partie du territoire puissent s'exprimer directement. Lorsque je me déplace, je vais faire des tours là-bas. Oui, j'apprends, je découvre, je connais. Mais je ne suis pas un expert parce que ce sont les personnes qui sont confrontées au quotidien qui pourront le mieux en parler. Donc, il faut aboutir à cela parce que derrière, ça fera un 3e député pour la Guyane. La Guyane, tant par rapport à sa taille et tant par rapport à sa population, a tous les éléments requis pour avoir ce 3e député. Et pourquoi ça devient une force? Parce que plus on est nombreux, on est plus fort. Je rappelle que certains territoires ont moins de 400 000 habitants et pourtant ils ont 4 députés. D'accord? Donc maintenant, ça doit devenir une force supplémentaire pour nous, pour le territoire et faire avancer les différents sujets. Mais il y a tellement à dire sur les choses qu'on a travaillées. Par exemple, sur les désenclavements, c'était un sujet là, au moment de la dissolution, nous y entendons... un texte en cours de rédaction sur le désenclavement. Voilà, je venais de finir avoir le retour de différentes institutions parce qu'on est en train d'écrire l'élaboration de la loi désenclavement pour la Guyane, où est-ce qu'on a impliqué les différents acteurs qui œuvrent au quotidien, donc surtout les trois EPCI principales qui sont confrontés, hein, la CCOG, la CCDS et la CCEG, le collectif Apache qui était partie prenante dès le départ, donc on a intégré dans l'analyse, dans les retours, dans les propositions, donc on est vraiment dans une concertation la plus large possible, pour qu'on puisse vraiment démontrer que notre marque de fabrique, c'est vraiment de permettre à tout le monde de se rassembler, de partager, parce que souvent je dis 2, 3, 4 cerveaux valent mieux qu'un seul, hein, finalement, et que c'est au travers même des discussions contradictoires, ah mais là je suis pas trop d'accord, là oui, mais que les meilleures idées naissent et ensuite on valide. Donc moi je suis pour le consensus au travers des discussions, et c'est comme ça sera pour moi la continuité du travail initié. C'est intéressant ce que vous dites sur le fait de faire avancer les dossiers parce que le discours qui revient quand même très souvent dans la bouche de beaucoup de personnes et de beaucoup d'électeurs potentiels ici en Guyane mais comme partout ailleurs, c'est de dire, je résume, député finalement ça sert pas à grand chose, on élit pour des personnes et en fait on a l'impression que à la fin ça sert, voilà, encore une fois pas à grand chose, d'autant plus quand on est dans l'opposition et que les propositions de loi qu'on fera au final n'auront pas de chance de passer. C'est quoi le regard que vous avez, David Riemann, sur l'incidence réelle en fait que vous pouvez avoir pour la vie concrète et quotidienne des gens? Mais lorsque vous regardez les propositions de loi qui passent, c'est essentiel que plus ou moins qu'on arrive à trouver consensus avec les autres groupes politiques. Et le meilleur exemple que je peux donner, c'est la loi qu'avait portée, que Jean-Victor Castor avait portée, et j'étais avec lui. C'est concernant la réintégration des personnels soignants suspendus. Non mais ça c'est jamais vu. On a un député ultramarin qui, lors de sa première mandature, fait voter une loi à l'Assemblée nationale lors de la niche parlementaire de notre groupe parlementaire. Ça veut dire que le travail, il est là, il est concret. Lorsque moi, je réussis à faire de façon à ce que un texte de loi soit inscrit à l'ordre du jour aussi, parce que ce n'est pas anodin, il faut que dans votre groupe dans lequel vous êtes rattaché, on puisse être d'accord pour
mettre votre loi à l'ordre du jour. Là, avant qu'il y ait la dissolution, on avait aussi on travaillait parallèlement à la finalisation de l'écriture de la loi Mercure pour la Guyane, qui faisait consensus. Donc, je m'étais rapproché du président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, donc dans la commission dépend les députés Castor, parce qu'effectivement, ils sont venus en Guyane, ils ont vu la réalité de l'impact de l'orpaillage illégal. Et dans cette loi-là, un certain nombre d'articles étaient écrits pour répondre à nos réalités, parce qu'effectivement, c'est un scandale. Donc, vous voyez, le député ne sert pas à rien. Le député doit effectivement faire remonter les réalités de son territoire à l'échelle de l'Assemblée nationale, donc, et faire bouger la ligne tant sur le volet législatif ou potentiellement le volet réglementaire. Et ensuite, derrière, il y a une mise en œuvre de la part du gouvernement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, il peut y avoir un peu de frustration, et c'est un peu la mienne, c'est que derrière, c'est le problème de la 5e République dans la Constitution française, c'est que le gouvernement a la main sur tout. Lorsque vous votez la loi, ben c'est le gouvernement qui, à l'Assemblée nationale, c'est lui qui transmet au Sénat. S'il ne veut pas la transmettre au Sénat, il faut que vous trouviez un groupe au Sénat qui est d'accord pour récupérer la loi et la présenter au Sénat. Lorsque celle-ci est votée, après, derrière, il y a un retour à l'Assemblée nationale s'il y a une modification au niveau des articles. Donc, on appelle une CMP, une commission mixte paritaire. Une fois que la commission s'est mise d'accord, il y a un dernier vote qui se fait à l'Assemblée nationale. Une fois que c'est voté, ensuite, non, c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est à la main du président de la République de promulguer la loi. On met du temps à comprendre tous les rouages de l'Assemblée nationale quand on arrive et qu'on est élu pour la première fois. Lorsqu'on est en train de ferrailler et dire comme on ferraille avec Jean-Victor, en l'espace de 6 mois, on a compris. On a vite compris. Donc on s'est dit, bon, ça fonctionne comme ça, d'accord. Donc maintenant, il faut faire bouger les lignes. Et après, il ne faut pas croire, hein, la plupart des ministres que nous rencontrons dans les discussions, c'est pas... Des fois, j'ai l'impression qu'on a affaire à des marchands de tapis. Des fois, vous dites, bon, écoutez ça, on a un amendement à vous proposer. Bon, si vous êtes d'accord, vous le portez vous, on le vote, après tout le monde est content. Je leur dis, non, mais ça fonctionne pas comme ça, en fait, parce que votre amendement, il répond en rien à nos réalités. Et le fait de voir que vous avez 2 députés, en tout cas de la Guyane, qui s'inscrivent pas dans ce dispositif de marchandage qui n'a ni queue ni tête, en plus qui répond en rien aux réalités de la Guyane, ben, j'ai l'impression que ça pose un problème au gouvernement en place, parce que ils ne sont pas dans cette optique-là. Ce qui est intéressant pour eux, c'est leur intérêt. L'intérêt à l'échelle du gouvernement, ce qui aurait une plus-value pour eux. Mais on ne regarde pas l'inverse. Qu'est-ce qui aurait comme plus-value pour le territoire et sa population, comme intérêt indirect. Et aujourd'hui, par exemple, l'urgence, lorsqu'on regarde la cherté de la vie, c'est un fléau. C'est un fléau pour lequel l'État peut faire des choses directement, concrètement. En fait, l'État, c'est le gouvernement peut agir tout de suite, mais il ne le fait pas. Il prend d'autres décisions. Lorsqu'on explique, par exemple, on vote le budget de la nation. Le budget pour tous les territoires d'outre-mer, il est un peu moins de 3 milliards, 2,9 milliards. Lorsqu'on dit que ce n'est pas suffisant, parce que nous, on a fait ce travail à la délégation, donc on a fait une contribution, ce qu'on appelle le contre-budget au niveau des outre-mer, en prenant en compte tous les amendements portés par les différents députés des territoires, les rapports faits au travers soit de la Cour des comptes, les rapports faits par certaines administrations de l'État, on arrive à un chiffre un peu plus de 10 milliards. Et donc, lorsqu'on présente ça, on voit les yeux s'écarquiller, mais je leur dis, excusez-moi, mais en 3 ans, je vous ai vu dépenser plus de 7 milliards pour l'Ukraine, sans sourciller. Donc pourquoi ce chiffre-là serait un problème pour nos territoires d'outre-mer alors que c'est un besoin, et ce même chiffre-là ne serait pas un problème pour aider l'Ukraine aujourd'hui qui est en guerre avec la Russie. David Riemann, elle est nationale ou elle est locale, cette élection, entre la dissolution, le RN qui caracole en tête dans les sondages, l'union de la gauche, enfin on voit bien qu'on traverse au niveau national une période qui est quand même politiquement très, très instable. Est-ce que cette instabilité-là aura une incidence sur le vote ici en Guyane ? On ne peut pas aller voter pour cette élection-là sans prendre en compte la réalité de ce qui se passe aussi à l'échelle nationale. Demain, tout le monde regarde quelle sera la configuration potentielle de l'Assemblée nationale. D'accord ? Hier, il y avait plusieurs petits groupes au niveau de la majorité, au niveau de la droite, de l'extrême droite. Bon, la gauche avait la NUPES. Donc, comment ça sera demain ? Demain, en fait, il y aura 3 blocs. Hein. Droite, extrême droite, rassemblée. La Macronie et le nouveau front populaire, donc le bloc de gauche. Donc aujourd'hui, lorsque les gens vont mettre leur bulletin dans l'urne en Guyane, on ne peut pas dire ouais, je vais voter, on verra. Non, on doit savoir pour quel voter parce que la configuration a totalement changé. Donc maintenant, on doit répondre à une réalité qui est laquelle, celle déjà de l'arrivée potentielle de l'extrême droite au pouvoir. Faut que les gens se rappellent ce qu'est l'extrême droite. Donc moi, je suis désolé, en Guyane, on ne peut pas voter pour l'extrême droite. C'est pas possible. De par notre histoire, de par nos réalités, de par ce que c'est l'extrême droite, c'est impossible. C'est qu'il y a un souci quelque part. Ensuite, deuxièmement,
les personnes qui viennent aux élections et qui disent ouais je suis sans étiquette, je sais pas encore, on va voir, qui veulent avancer masqués, non. Vu la configuration future à l'Assemblée nationale, on ne peut pas dire aux électeurs et électrices je ne sais pas encore, je verrai, une fois élu, je verrai. Non, ça c'est raconter des histoires. Vu la situation, il faut dire avec qui on va siéger si on est élu. Jean-Victor Castor et David Riemann, c'est clair, on sait où on siégera. Toutes celles et ceux qui sont arrivés là, on ne sait pas. On sait, on va voir, bon, il y a une grande partie, c'est la Macronie, faut pas raconter d'histoire, hein, faut qu'on soit clair. Donc aujourd'hui, on rejette la politique d'Emmanuel Macron. Mais on ne peut pas non plus être le réceptacle de Marine Le Pen. Ça, c'est nul et non avenu. David Riemann, très rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, votre principal adversaire là, dans cette élection, c'est qui? C'est l'abstention ou c'est Sophie Charles? Mon principal adversaire, mais c'est toute la politique qui est prônée aujourd'hui à l'échelle de la France et qui a des dégâts, qui occasionnent des dégâts terribles sur nos territoires. Donc moi aujourd'hui, je suis contre cette politique-là. Nous, on apporte notre vision, notre posture, des propositions concrètes par rapport à la Guyane. Donc c'est ce que moi je mets en avant au quotidien. Et c'est bien pour ça, avec l'arrivée de Clarisse Da Silva en tant que suppléante pour cette élection-là, on viendra apporter quelque chose complémentaire qui n'a pas encore vraiment pris, j'ai envie de dire, le niveau à l'échelle du territoire complet même de la nation. Entre autres, c'est par exemple la question autochtone qui doit être vraiment portée à l'échelle nationale. Nous aussi, on doit prendre fait et cause sur le territoire guyanais. Ça permettra aussi de faire sens commun, de commencer à penser nos plaies collectivement en Guyane. Et ça permettra pour moi d'aboutir à cette finalité dans l'espoir d'un territoire uni et pas divisé. Et on s'arrêtera là-dessus. Merci beaucoup David Riemann d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc candidat sur la 2e circonscription guyanaise. Le premier tour, on le rappelle, ce sera samedi prochain. Merci encore, bonne campagne. Merci à vous. À bientôt.